Mesdames et messieurs, bonjour. Apollo, eh bien, c'est aujourd'hui au tour de Warden, l'homme qui est ici au milieu, celui qui a le moins de cheveux des trois. C'est à son tour de nous montrer ce qu'il sait faire. C'est celui des trois astronautes qui n'a pas marché sur la Lune, vous le savez, et c'est celui qui tout à l'heure va sortir hors de la capsule lunaire pour une marche lunaire, une marche dans l'espace très exactement, qui durera 1 heure et dont nous téléviserons cet après-midi la plus grande partie. Mais n'allons pas trop vite. François de Closet, disons d'abord qu'il y a maintenant près de 14 heures que les trois astronautes ont quitté la banlieue lunaire et ont repris le chemin de la Terre. Oui, tout se passe très bien puisqu'on a même supprimé une correction de trajectoire. Et vous avez dit que Warden n'a pas marché sur la Lune, mais il a beaucoup travaillé. Et ce qu'il va faire cet après-midi, c'est précisément d'aller récupérer en somme le fruit de son travail. En orbite autour de la Lune, grâce à ce compartiment scientifique, le vaisseau Apollo a pu faire un travail de cartographie et de photographie considérable. Ces magasins se trouvent dans la partie du vaisseau Apollo qui sera abandonnée dans l'espace. Il faut donc les récupérer. Voilà, vous voyez, ce sont des magasins considérables de films. Ils pèsent 35 kilos chacun. Et ces films sont extrêmement importants puisqu'ils vont nous permettre de voir des détails de la surface lunaire d'1 mètre seulement. Jusqu'à présent, les caméras qui étaient à bord des vaisseaux Apollo avaient une résolution bien inférieure, et d'ailleurs vous voyez la taille énorme de ces caméras, vous comprenez bien qu'elles ne pouvaient pas prendre place dans la cabine Apollo elle-même. Et voici maintenant Warden répétant dans un avion au cours d'un vol qui simule les conditions de l'absence de pesanteur pendant des temps extrêmement courts, voici Warden répétant son travail. Il le répète plus longuement dans la piscine de Cap Kennedy, où l'on reproduit également ces conditions d'apesanteur. Et voyez-vous, on a pris la précaution d'installer sur le vaisseau Apollo ces sortes de rampes qui permettront à l'astronaute de se tenir, et ces appuis-pieds qui seront également extrêmement précieux. Car pour la première fois, il ne s'agit pas de faire un exercice de sortie dans l'espace, mais donc d'aller faire un travail extrêmement précis, extrêmement utile. Et les exercices de sortie dans l'espace qui ont été effectués notamment par les astronautes de Gemini avaient montré que les astronautes ont besoin d'un point fixe pour travailler. Et la caméra, elle, sera fixée à l'intérieur de cette porte du vaisseau Apollo. C'est quand il aura ouvert cette porte qu'on pourra le voir sortir dans l'espace, cela donc à partir de 16h40 à peu près. C'est joli à voir en simulation, je pense que ce sera intéressant cet après-midi. Il y a une chose qui ne va pas très bien, François, c'est la caméra qu'on a laissée sur la Lune, elle ne marche plus. Non, elle ne marche plus, c'est dommage, parce que vous savez que vendredi, il y aura une éclipse, et on espérait pouvoir, grâce à cette caméra, filmer le phénomène sur la Lune même. Ce ne sera sans doute pas possible. Bon, c'est peut-être là l'occasion de tirer un coup de chapeau aux soviétiques. Cette caméra américaine ne marche plus, mais le véhicule soviétique, le tank, il continue de fonctionner. Lunarod continue à fonctionner imperturbable, et c'est une autre forme d'exploration lunaire, mais extrêmement utile également. Nous parlerons des jeunes et de l'espace dans Hebdo Midi Jeune vers 13h20. Mais je voudrais vous signaler tout de suite et dès maintenant que ce soir à Télésoir, vous verrez du jamais vu un document exceptionnel. Une équipe de télévision a pu pour la première fois filmer tout le déroulement d'une explosion nucléaire. C'était au début de cet été à Mururoa. Et ce que vous verrez, eh bien, par exemple, le ballon portant une nacelle dans laquelle se trouve la bombe atomique. Un extrait en avant-première de ce que vous verrez à Télésoir. Alors, vous êtes là juste sous le ballon, au point zéro, on a descendu le ballon, voilà la nacelle dans laquelle on met la bombe, et ensuite, évidemment, tout cela est élevé à 500 mètres au-dessus du lagon pour procéder au tir. Et vous découvrez en face les blocos laboratoires qui permettent de suivre cette expérience. Voilà un petit essai. Alors que nous filmions cela, nous étions exactement au point zéro de l'expérience, et je crois que jamais des journalistes de télévision n'avaient eu la possibilité de voir ainsi une expérience nucléaire et d'interroger les hommes qui travaillent à cette réalisation. Tout cela, vous le verrez ce soir. Donc closé à cet après-midi pour Apollo et à ce soir pour la bombe atomique. La monnaie. Le gouvernement français vient de prendre en 3 jours 3 mesures défensives contre l'afflux massif en France de capitaux visant à la spéculation. C'est le énième acte dans les difficultés du système monétaire international. Un acte où les personnages sont cette fois l'or, toujours, le dollar et le franc. Michel Tardieu à la Bourse de Paris.
Eh bien, on est nettement plus calme aujourd'hui. Vous le verrez, il y a une légère détente sur l'or. Et à Zurich, ce matin, et sur la plupart des marchés d'échange, il y avait aussi une certaine détente. Il est à remarquer cependant sur un certain nombre de places, on a fait deux cours pour le franc contre le dollar. Ceci malgré les affirmations de la Banque de France qui a dit qu'il n'était pas question de créer un franc commercial et un franc financier. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, la Banque de France, hier, a demandé aux banques de ne pas augmenter leur endettement vis-à-vis de l'étranger, c'est-à-dire que leur a demandé pratiquement de regarder un petit peu quels étaient les fonds qui leur étaient donnés en dépôt par des étrangers, et si elles étaient submergées par des afflux de devises, de distinguer entre les devises qui résultent d'opérations commerciales normales, c'est-à-dire celles qui résultent de ventes de produits français à l'étranger ou de dépenses de touristes étrangers en France, de les distinguer des opérations purement spéculatives faites par des gens qui ont des capitaux et qui voulaient spéculer à la hausse du franc. Parallèlement, la France, pour montrer qu'elle est une bonne élève au Fonds monétaire international, a décidé de rembourser par anticipation sa dette envers le FMI. Alors bien sûr, tous les spécialistes font de l'exégèse sur ces deux décisions. Et tous les commentaires peuvent se regrouper en deux grandes familles. La première, c'est celle des gens, des critiques, disons, qui affirment que la politique de la France n'a pas changé depuis le général de Gaulle et qu'elle consiste toujours à mettre le dollar au pied du mur. Ils disent, voyez, la circulaire de la Banque de France d'hier a fait tomber le dollar à ses plus bas sur toutes les places et le remboursement en or au FMI se fera avec de l'or échangé contre des dollars auprès de la réserve américaine. Les autres disent tout simplement, le gouvernement français reste fidèle effectivement à son option en faveur des changes fixes. Il refuse de modifier la parité du franc, il refuse de céder à la spéculation, et s'il le fait à grand bruit, eh bien c'est simplement parce que dans ce domaine, les effets psychologiques sont au moins aussi importants que les effets mécaniques, et qu'il était important de faire peur aux spéculateurs. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. À tout à l'heure pour les cours. Oui. Merci Michel Tardieu. Et dans cette optique-là, on peut rappeler le mot de Giscard d'Estaing, la France se met à l'abri des remous provoqués par d'autres. Quant aux Allemands, sur cette mer agitée, ils gardent le pied marin et leur marque continue de flotter. À Munich, s'il y a eu quelque émotion autour des Deutschmark hier, c'est parce qu'on compte 2 morts et 1 blessé dans une tentative de hold-up que nous raconte maintenant Serge Rémy. Cet immeuble surmonté d'un clocheton, c'est l'une des succursales de la Deutsche Bank dans la banlieue munichoise. Il est 19 h, depuis un peu plus d'1 heure, 2 hommes sont retranchés à l'intérieur avec 13 otages. Aux policiers qui cernent l'immeuble, ils demandent 2 millions de Deutschmark de rançon, 3 millions de francs français. Sinon, disent-ils, nous ferons tout sauter. Autour de l'immeuble, c'est un peu la kermesse, les gens sont aux fenêtres. Pendant que les négociations continuent par téléphone avec les autorités, les bandits libèrent progressivement leurs otages pour n'en conserver que 3, le caissier et 2 jeunes femmes. 22h30, on est parvenu à un accord, on amène l'argent aux bandits ainsi qu'une voiture pour garantir leur fuite. Dès lors, tout va très vite, l'un des 2 hommes sort, vous le voyez ici masqué, au fond, dans l'embrasure de la porte, le caissier. Ce même caissier qui, accompagné de l'une des 2 jeunes femmes retenues en otage, va vers le véhicule pendant que l'employé de banque range les billets sur le siège arrière. L'homme à la cagoule invite la jeune femme à prendre place à côté de lui. À ce moment, un tireur d'élite de la police fait feu et abat l'un des 2 bandits. En même temps, les autres policiers donnent l'assaut à la banque, c'est la fusillade, le 2e agresseur est capturé. Le premier, le voici, il est encore vivant, les médecins et les brancardiers s'affairent autour de lui, il mourra pendant son transfert à l'hôpital. 23h55, épilogue, la jeune femme qui était dans les locaux de la banque, légèrement blessée en sautant par une fenêtre, elle vient de se libérer de ses liens. Dans son regard, la fin d'un cauchemar, l'autre jeune fille qui était près du bandit dans la voiture a été blessée par une balle perdue, elle mourra après son transfert à l'hôpital. Mutisme de la part de la police allemande quant à l'origine, la personnalité des malfaiteurs. En politique étrangère, essentiellement 3 événements à retenir ce matin. Maroc, Hassan II démissionne son gouvernement et entend tirer les conséquences du putsch manqué du 10 juillet. Le roi s'en prend à la corruption, il veut réaliser, dit-il, un vaste programme économique et social. Pour cela, le roi du Maroc change d'équipe, il renvoie le docteur Laraki, qui était Premier ministre depuis 1969, le docteur Laraki et tous ses ministres. En reprendra-t-il certains? Qu'adviendra-t-il notamment du général Oufkir? C'est la question du moment. On ne le sait pas. En tous les cas, à Rabat, on parle dans les milieux bien informés de la venue de M. Reda Guedira à la tête du gouvernement. M. Guedira, avocat de Rabat, écarté du gouvernement il y a 1 an. Vietnam, États-Unis, la Chambre des représentants presse le président Nixon
de fixer une date pour le retrait des troupes américaines du Vietnam. C'est l'une des conditions à la libération possible de prisonniers américains par les Nord-Vietnamiens. Or, voici que quelque chose s'est passé dans ce domaine. Un journal suédois et la compagnie scandinave d'aviation SAS ont annoncé qu'un vol charter au départ du Laos devait emmener le 12 août vers New York 183 pilotes américains libérés par Hanoï. Washington, jusque-là, niait. Le délégué nord-vietnamien à la conférence de Paris démentait formellement. La SAS maintenait jusqu'à 12h45, moment auquel nous avons reçu une dépêche datée de Stockholm. Il y a annulation du projet de transport des pilotes américains par la SAS. Donc il s'est passé quelque chose, mais il y a eu des ratés dans ce mécanisme de la détente. Troisième fait, élection présidentielle au Vietnam, un tiercé de candidats jusque-là, Thieu, Minh et Qui, mais ce dernier vient de voir sa candidature déclarée irrecevable. Daniel Estève fait le point. Le vice-président Nguyen Cao Ky ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles du 3 octobre prochain. La Cour suprême a examiné ce matin sa candidature qu'il avait lui-même déposée hier et elle l'a rejetée parce que non conforme à la loi. Le général Ky, en effet, n'avait pas réuni toutes les signatures nécessaires pour avaliser sa candidature, et ce, pour une raison bien simple. Un autre candidat, le président Thieu, les avait monopolisées. Le président Nguyen Van Thieu brigue un second mandat. Son programme politique se résume simplement: Nguyen Van Thieu est l'homme qui dit non. Non au communisme, non à tout gouvernement de coalition, non à la capitulation. Contre lui, maintenant seul candidat de l'opposition, se présente le général Duong Van Minh, qui fut à la tête du putsch qui renversa le président Diem en 1963 et qui se décrit lui-même comme le candidat de la paix. Mais le général Minh a fait savoir que si la candidature du général Ky était refusée, il retirerait la sienne. Pour l'instant, il n'en a rien fait. S'il se retire effectivement, cela fera bien sûr l'affaire du président Thieu, mais pas du tout celle des Américains qui entendent que cette élection soit la plus démocratique possible. Retenons encore en bref le bilan d'une collision ferroviaire en Yougoslavie. Elle s'est produite entre un train de marchandises et un autorail près de Belgrade. Il y a 76 blessés et 36 morts. Les lourdes peines prononcées contre la jeune Française et les deux Marocaines qui avaient tenté de passer en Israël des engins explosifs. 10 ans, 12 ans, 14 ans de prison pour soutien au Front populaire de libération de la Palestine. Chez nous, vous vous souvenez de l'accident du Surcouf, entré en collision avec un pétrolier soviétique le 6 juin dernier en Méditerranée. Eh bien, après enquête, le ministre, M. Debré, défère devant un tribunal militaire le commandant Akari et l'officier de quart de service à l'heure du choc, le lieutenant Lépaule. À la rentrée en France, on parlera d'une proposition dont le ministre de la Santé, M. Boulin, vient de faire part au Premier ministre: autoriser l'avortement thérapeutique dans tous les cas où il sera nécessaire de protéger la santé physique ou mentale d'une femme, et quand la grossesse aura été imposée par la violence. Marseille, 3 toiles que l'on croyait sans grande valeur, c'étaient des toiles de maître, et de quel maître? Comment ces toiles sont parvenues en votre possession? Voilà, un beau jour, on m'a apporté un lot de 8 tableaux, et pour voir qu'est-ce que c'est, pour le restaurer, comme il vient beaucoup de monde chez moi, avec le même désir. Et en nettoyant sommairement, j'ai tout de suite découvert qu'il y a des tableaux de valeur dedans. D'ailleurs, de temps en temps, il y avait une plaquette, une écriture derrière, mais ça, généralement, ça ne veut rien dire. Mais j'ai vu tout de suite, il y en avait un Rembrandt, un portrait de lui-même, il y avait un tableau qui pouvait être un Velázquez, et un Watteau, ça c'était déjà assuré. C'était un Watteau, ça j'étais sûr. Vous êtes certain de l'authenticité de ces toiles? Ah oui, moi personnellement, oui. Mais vous avez c'est pas mon des opinion. experts? Ah oui, évidemment, j'ai un très grand ami depuis de vingtaine d'années à Zurich, M. Bollack, la famille Bollack, depuis 5 générations, ils sont dans les tableaux, ils sont des experts connus dans le monde entier. Voilà, évidemment, je lui ai fait part de tout ça, et il est venu, il a passé un week-end avec moi, et on a regardé ça de plus près. Et vous avez d'ailleurs présenté ces toiles à des experts français dans quelques jours? Oui. Les experts français, en soi-disant, ils sont tous en vacances en ce moment. Évidemment, j'ai essayé à Paris aussi, partout. Et M. Bollack à Zurich, il fait partie des experts français parce qu'il a une galerie à Paris aussi. Voilà.
Rembrandt, Velasquez, Watteau, ça vaut la peine d'interrompre ses vacances. Autre chose, il était une fois un peintre mécontent parce qu'on lui volait ses paysages. Les paysages qu'il découvrait en sortant de chez lui, sur le pas de la porte de son jardin, de son mât, car ça se passe en Provence. Et ce peintre, c'est Picasso. Ce petit chemin ne sent plus tellement de la noisette, il sentirait même plutôt de la poudre depuis 48 heures. C'est en effet ce chemin qui mène au domaine de Pablo Picasso à Mougins et d'importants travaux y ont actuellement lieu en raison de l'édification de plusieurs immeubles non loin du mas Notre-Dame de la Vie, domaine du maître. Celui-ci a dès hier matin déposé une plainte et une fois de plus nous avons stationné vainement devant ses grilles, espérant le voir et obtenir quelques informations complémentaires. Oui. Bonjour monsieur, c'est l'ORTF à l'appareil. Est-ce qu'on pourrait voir le maître, s'il vous plaît? Mais monsieur, oui. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Eh bien, lui demander son point de vue et nous parler un peu de ses travaux qui sont entrepris sur son chemin privé. Voilà, monsieur Picasso ni madame Picasso n'ont absolument rien à déclarer, mais vous pouvez constater vous-même la situation et l'état des lieux. Vous êtes le secrétaire? Non, monsieur, non, mais vous constatez vous-même, hein. On ne peut pas voir le maître. Non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il a l'intention de sortir ce matin? Je l'ignore, monsieur. Devant ces réponses plutôt évasives, nous avons tenté d'obtenir des explications du jardinier de Picasso, mais celui-ci a préféré retourner à ses occupations, alors nous nous sommes retournés vers le chef de chantier. Les travaux proprement dits du lotissement ont commencé à quelle époque? Les travaux ont commencé environ fin février à peu près. Les premiers travaux, mais enfin qui n'avaient rien à voir avec la route à Picasso, hein, l'accès à Picasso. Ils ont été faits à l'intérieur du lotissement, donc ils ne génèrent en aucun cas l'accès de Picasso. Et le chemin Le chemin de Picasso, lui, nous avons commencé, disons, à ouvrir la tranchée hier matin, et nous avons un délai de 12 jours. Enfin, nous pensons d'ailleurs finir avant. Mais c'est réellement une gêne pour lui. Une gêne, oui et non, parce qu'il a un accès par la route de l'accès de Notre-Dame de Vie. Il a un accès malgré tout par le lotissement, puisque vous avez pu le constater vous-même, il peut circuler. Dire que c'est une gêne, c'est beaucoup dire, quoi. Vous l'avez vu, Picasso? Non, il n'est pas encore passé sur les lieux. Nous avons vu ses représentants, mais pas Picasso par lui-même. Est-ce qu'il a porté plainte? Oui, il a porté plainte hier matin. Il a dû venir d'ailleurs son avocat faire constat des travaux qui étaient en cours, quoi. Le tribunal de grâce aurait demandé la suspension des travaux. Cette information a été catégoriquement démentie par la mairie de Mougins. Mais au-delà de cette affaire somme toute banale, Picasso craindrait plutôt de perdre le magnifique panorama dont il jouit actuellement. Encore une affaire d'environnement en quelque sorte. Je voudrais vous signaler qu'à Palavas, les choses s'arrangent entre les hippies et les autorités communales. La fête dite sauvage aura lieu non pas sur la plage même de Palavas, mais sur un terrain privé à l'intérieur. Et puis la boxe, pas de surprise hier en Suisse. Gérard Macrez, le Français, a été battu au point par l'Italien, le champion d'Europe des poids mouches, Fernando Azzori. Pas de surprise hier soir en effet à Ascona où l'Italien Fernando Azzori, ici en culotte sombre à bande blanche, qui se signe, a aisément conservé son titre européen des poids mouches en battant au point le Français Gérard Macrez. Azzori a dominé tout au long des 15 rounds, mais en dépit d'une boxe variée de combinaisons de jab du gauche et de crochet du droit, il n'a pu venir à bout du vétéran français qui a tenu la limite. Gérard Macrez a attaqué désespérément dans les 2 dernières reprises et dans les ultimes minutes du combat, un crochet du droit a fait vaciller l'Italien. Au cours du round, l'arbitre suisse M. Neuhold examina une coupure de l'arcade sourcilière droite du Français. Et si le résultat de ce combat qui avait attiré un très nombreux public n'a jamais fait de doute, Azzori devra se reprendre pour aspirer au titre mondial qu'il devrait disputer face au Japonais Masao Oba. Quant aux turfistes, ils savent qu'il y a cet après-midi à Enghien un tiercé dans le prix de la haie. Il y a 14 partants. Quant aux jeunes, ils savent que c'est maintenant le moment de suivre des jeunes avec Hebdomidi.
Depuis le début de la semaine dernière, nous avons vécu à l'heure d'Apollo 15 avec des images très exceptionnelles de ces 3 promenades sur le sol lunaire. Et je suppose que la plupart d'entre vous se sont passionnés pour ces reportages de l'espace. Et après tout, on peut penser que ces images ont provoqué quelques vocations chez les jeunes Français, comme chez les jeunes du monde entier d'ailleurs. C'est le cas en tout cas de plusieurs centaines de jeunes Français qui déjà depuis quelques années ont voulu, à leur tour et à leur niveau bien sûr, se lancer dans la grande aventure de l'espace. Un exemple, le fameux camp de la Courtine, tout en suivant Apollo, bien ces jours-ci, les jeunes gens se livraient là-bas à un certain nombre d'expériences intéressantes. Un reportage de notre station de Limoges. 4, 3, 2, 1, feu! C'est à la Courtine que nous nous trouvons dans l'enceinte du camp militaire qui abrite depuis le début du mois une exposition réalisée par le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui supervise chaque année un camp scientifique pour jeunes. Cette exposition, qui réunit des satellites français, des lanceurs de satellites et des documents photographiques, est une innovation cette année destinée à montrer ce que fait le CNES et ce que fait la France dans le domaine spatial. Cette 5e mission réunit donc cette année 110 jeunes venus du Canada, de Tunisie, d'Angleterre et de France, 110 jeunes qui ont choisi cette formule unique de vacances scientifiques et éducatives organisée par la Fédération nationale des clubs scientifiques, l'Association nationale des clubs aérospatiaux, le CNES bien sûr, la Météorologie nationale et plusieurs sociétés privées qui prêtent du matériel, sans oublier le ministère des Armées qui met le camp de la Courtine à la disposition de la mission. Ici, nous suivons les derniers préparatifs, les dernières mises au point avant la phase finale, qui est le lancement, aboutissement du stage. Il nous faut préciser que l'atelier espace réunissait la majorité des jeunes, mais que d'autres suivaient des ateliers météo, écologie et astronomie, et que pour la première fois, le camp abritait un stage écologie pour professeurs du secondaire. Et la fin du stage est intervenue au cours de ce week-end. Samedi, lâcher de ballon, dimanche, tir des fusées. Ici, le lancement d'un ballon destiné à vérifier la direction et la vitesse du vent avant le lâcher de ballon CAFTI. Enfin, nous en arrivons au tir des fusées, exécuté depuis Font-Rouge, où sont installées chaque année les rampes de lancement et le PC. 6 fusées devaient être tirées: Cabri, Faon, Tastic, Toutoun, Olé et Rosas. 4, 3, 2, 1, feu! Si vous êtes intéressé par ces activités ou par ces stages, il y a une adresse importante que vous pouvez noter dès maintenant et à laquelle vous pourrez obtenir des renseignements. Il s'agit de la division information jeunesse, Centre national d'études spatiales à Brétigny. Puisque nous sommes partis dans les vocations précoces, je suppose que la période de l'été peut faire apparaître aussi d'autres vocations, d'autres métiers possibles pour vous et auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Je veux parler des métiers du tourisme. C'est pourtant un marché important. Chaque année, il y a 35 000 touristes en France et qui sont traités, si l'on peut dire, pris en charge par seulement 15 000 spécialistes. C'est dire que le marché est ouvert, qu'il y a un certain nombre de débouchés dans ce secteur et que l'on manque encore de vocations. Il existe pourtant un brevet de technicien du tourisme. Suivez le guide, en l'occurrence Louis Doucet. Les vacances d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Fini l'anarchie. Le tourisme s'est organisé, il est devenu une profession que l'on apprend comme les autres: guide, interprète, accompagnateur, hôtesse, conseiller en voyage, projeteur chargé d'établir les circuits, directeur d'agence ou de village de vacances, la réservation, la billetterie. Il faut prévoir 2 années d'études qui comprennent langues étrangères, géographie, histoire de l'art, sociologie, législation, droit commercial, marketing. Au bout de ces études, un diplôme, technicien ou technicien supérieur du tourisme, susceptible d'ouvrir bien des portes. L'éducation nationale, la première, bien sûr, a voulu réglementer ces différentes professions et les moyens d'y accéder. Le diplôme, ou les diplômes plus précisément, les plus connus, sont les brevets de techniciens. Brevets de techniciens simples, si vous voulez, et brevets de techniciens supérieurs qui forment des cadres à la fois d'agents de voyage et d'accueil. Ce sont les 2 options qui existent actuellement. Tout ça consiste en quoi? Eh bien, vous avez, en partant d'un niveau d'études secondaires qui est le baccalauréat, ou l'équivalent, mais enfin en général c'est le baccalauréat que l'on demande,
vous devez pendant 2 ans préparer le diplôme qui est délivré par l'Éducation nationale à la suite d'études faites dans 3 établissements d'État, le lycée technique hôtelier de Strasbourg, celui de Nice et l'école de commerce de Paris. Alors, pour vous les situer, ce sont des cadres supérieurs destinés à devenir, soit à rester ce qu'ils sont, soit à devenir des cadres de direction et de responsabilité dans des agences de voyage ou dans les différents organismes qui sont en rapport avec le tourisme. Pourquoi j'ai fait ce métier, monsieur? Parce que c'est un métier qui m'a toujours attiré. J'ai toujours eu envie d'avoir des rapports avec les gens, en particulier avec les étrangers. Et comment y êtes-vous venu? Bien, j'y suis venue parce qu'un jour j'ai vu qu'il existait une école de tourisme et je me suis dit pourquoi ne pas faire cette école au lieu de faire autre chose, parce que ça m'avait l'air assez agréable et en fait je l'ai fait après le baccalauréat pendant 2 ans. Vous aviez envie de voyager? Oui, j'avais envie de voyager, mais finalement je ne voyage pas du tout. Je m'occupe des voyages des autres, c'est tout à fait différent. Mais enfin ça fait voyager par idée, par pensée. C'est une profession relativement jeune, elle est assez ancienne en ce sens qu'elle existait déjà avant la guerre, mais que c'était pas tellement bien réglementé. Oui, on disait d'ailleurs que vous aviez tendance à vendre du voyage un peu comme un complet veston, de temps en temps sur mesure, mais la plupart du temps en confection. Oui, c'est vrai, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'à l'origine, les circuits étaient faits, peut-on dire, en confection, dans les 3/4 des cas, parce que les clients qui venaient étaient des clients qui voulaient voir toujours les mêmes choses. Well, good morning, ladies and gentlemen. We are leaving for the holiday tour to Versailles and Malmaison. Entonces, buenos días, señoras y caballeros. Salimos ahora para esta excursión de Versailles y Malmaison. Por la mañana, primero vamos hasta la Ça ne vous ennuie pas de raconter toujours les mêmes choses? Ah non, c'est l'une des conditions de ce métier. On est habitué maintenant. Et je crois que c'est très important dans notre métier d'avoir toujours à répéter. On a l'impression que vous êtes un peu comme au Châtelet, à la 2000e représentation. Oui, mais c'est ce qui fait partie de nos activités, de notre travail. Vous avez un côté mère poule, vous les comptez, vous les surveillez. Toujours, parce que les touristes qui suivent des voyages organisés ou des excursions comptent sur cela. Mais vous visitez le Louvre en combien de temps, avec un groupe? Je n'oserais pas le dire. Nous avons fait en 1970 400 000 clients dans l'année. 400 000 clients s'entendent montant dans un car, prenant une excursion, et je ne parle pas des circuits organisés par ailleurs. Ça, c'est encore autre chose. Ça représente une 20aine de mille de clients environ. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'employer n'importe qui chez vous. On ne peut pas, on ne peut pas. Quelquefois, malheureusement, on prend ce qu'on trouve. C'est tout à fait différent. Alors, votre personnel, qu'est-ce que c'est? En majeure partie, ce sont des gens qui sortent de ces écoles de tourisme et qui ont en moyenne, en âge, entre 22 et 35 ans. Ce sont des brevetés touristes. Ce sont des brevetés de tourisme, oui, absolument. Il y a beaucoup d'emplois, mais il faut vouloir le faire. 3 écoles pour toute la France, c'est peu. Alors, si l'on veut vraiment faire ce métier, c'est en effet une question de volonté. Accepter, par exemple, de travailler tout seul chez soi. Par correspondance, c'est la seule solution. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement devant la Tour Eiffel. Ce monument a été édifié pour l'exposition universelle en 1898. Elle mesure 300 mètres de haut. Là, vous paniquez un peu, Daniel, hein? Oui, je m'excuse. Mais comment ferez-vous quand vous aurez des clients dans un car? Quand j'aurai des clients dans un car, je crois que mes études seront finies quand même. Hein. Mais ça sera un peu différent tout de même. Je crois, oui. C'est intéressant d'étudier votre métier de cette façon-là? Ah oui, de toute façon, je trouve ça très nouveau. Déjà, de parler devant une diapositive, on est déjà devant le monument, presque. On y est presque devant le monument. Et puis, je peux me réécouter aussitôt et je peux donner cette bande à un professeur qui écoutera de quelle façon je commente un... Vous corrigez l'un et l'autre. D'abord vous, puis ensuite le professeur. Oui, je peux me corriger déjà moi-même, et puis après je peux me faire corriger. Dans le fond, de cette manière-là, vous êtes déjà un peu dans le bain. Oui, avec un peu d'imagination, on arriverait à penser que je sois vraiment devant la Tour Eiffel. Surtout, Daniel, n'ayez pas l'air d'être un professeur. Le tourisme, c'est l'actualité. Vous savez que Télémidi fait du tourisme pour vous. Je vous annonce les 4 prochaines éditions hors Paris de Télémidi pour ce mois d'août. Le 11, Avignon, le 13, Aix-les-Bains, le 14, Deauville et le 17, la Lozère, où malheureusement il y a trop peu de touristes qui vont.
Dernière minute politique, Rabat, les partis de l'Istiklal de M. Alal El-Fassi et de l'Union nationale des forces populaires, l'ancien parti de M. Ben Barka, qui est maintenant dirigé par M. Bouhabid, ces deux partis réunis au sein du Front National vont cet après-midi étudier une position commune face à ce qu'a déclaré le roi Hassan II du Maroc hier soir. Il y a, dans ce qu'a dit le roi, déclare ce matin M. Bouhabid, il y a des idées qui ne sont pas à rejeter, mais nous attendons, avant de prendre position, les consultations que ne manquera pas d'entreprendre le futur Premier ministre du nouveau gouvernement, le nom de cette personnalité n'étant, je vous le rappelle, pas encore connu. Paris, la bourse, les cotations, et je crois que Michel Tardieu va pouvoir nous confirmer tout de suite que l'or a légèrement baissé ce matin. Oui, l'or a légèrement baissé, vous allez voir les cours tout de suite d'ailleurs. En tout cas, le lingot, lui, a légèrement baissé puisqu'il est à 7500 contre 7510 hier. Mais vous n'avez pas manqué de voir, Jean, que la barre, elle, avait monté. La barre a monté de 10 francs à 7525 contre 7515. Or, généralement, la barre traduit plus que le lingot l'évolution du marché international. En effet, sur le marché international, un certain nombre d'opérateurs restent fidèles à l'or parce qu'ils disent qu'après tout, ces monnaies qu'on dit fortes aujourd'hui, comme le mark, le franc suisse ou le franc français, appartiennent quand même à des pays dans lesquels l'inflation n'est pas complètement maîtrisée. Autrement dit, ce sont des monnaies dont la valeur s'use un petit peu par rapport au seul point fixe officiel, l'or. C'est un raisonnement simple qu'on entend depuis longtemps, mais l'or a toujours ses tenants. Les valeurs étrangères sont toutes en baisse, vous le voyez, car la place de Paris, qui sur le plan des valeurs est plutôt bonne, vous verrez que l'ensemble des titres est bien traité aujourd'hui, on est en reprise sur hier, eh bien la bourse de Paris fait figure d'exception. En effet, les grandes places internationales sont plutôt en baisse. Derrière Wall Street qui avait baissé encore hier parce que les opérateurs américains commencent à se méfier. Précisément, comme le dollar va mal, ils craignent que M. Nixon, bien qu'il y répugne, soit obligé de prendre des mesures d'austérité. Et ils voient dans l'assouplissement de la position du président Nixon vis-à-vis du contrôle des prix et des salaires, jusqu'ici le président y était tout à fait opposé, et il a fait des déclarations qui laissent entendre qu'il y est moins opposé, ils y voient une tendance au renforcement de l'intervention de l'État américain et peut-être donc un nouveau freinage sur l'ensemble de l'économie. En France, pour l'instant, pas de freinage. La dernière enquête de l'INSEE auprès des chefs d'entreprise montre que l'expansion continue, elle continue à un taux modéré. Le printemps, vous l'avez vu, est en légère baisse alors que ce titre avait l'air de se réveiller il y a quelques jours. La CGE reprend du terrain. Royal Dutch en progrès. En ce qui concerne Royal Dutch, il faut noter que le bénéfice net pour le second trimestre ressort à 105,6 millions de livres contre 91,3 millions pendant la période correspondante de l'année dernière. Donc le bénéfice de Royal Dutch, qui avait déjà augmenté au premier trimestre, augmente encore au second trimestre. Des magasins. Les Galeries Lafayette font savoir de leur côté que leur chiffre d'affaires du premier semestre est en légère hausse à 250 millions contre 256. La Française des Pétroles se reprend très bien, vous le voyez. Michelin aussi. Michelin avait subi une baisse sensible hier, il n'en est plus rien aujourd'hui. Rhône-Poulenc progresse. Rhône-Poulenc a fait savoir que les revenus du portefeuille ont atteint pour le premier semestre 91 636 contre 28,7 millions pour la même période de 70, mais la société s'empresse d'ajouter que les deux chiffres ne sont pas comparables car les rentrées de ce portefeuille ne se font pas toujours en même temps. Vous venez de voir les cours d'Hachette, Hachette qui va changer de directeur général, vous savez que c'est M. Nora qui était au cabinet de M. Chaban-Delmas qui peut prendre la direction générale d'Hachette, et l'un des premiers dossiers qu'il étudie en ce moment, c'est le rachat probable de Duno, de l'éditeur Duno, par Hachette. Duno avait des difficultés, mais cette société pourrait quand même intéresser Hachette dans l'extension de ses activités. Les SICAV, eh bien, traduisent l'irrégularité des jours précédents. Vous voyez qu'on a une majorité de légères baisses sur les SICAV, mais les dernières séances, qui après tout sont relativement bonnes, devraient arranger tout ça. Ici, la Bourse de Paris, à vous Jean Lanzy. Merci Michel Tardieu, on s'arrête là. Bon après-midi à tous.